Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et ce sera un nouveau concept puisque à force de regarder les vidéos d'Opaline et de voir ses retours de bibliothèque, j'ai décidé de me rendre régulièrement dans la médiathèque qui se trouve dans ma ville et j'ai privilégié très largement l'emprunt de livres graphiques, d'ouvrages graphiques. J'ai suffisamment de romans dans ma palle comme ça, que ce soit dans ma palle classique ou dans ma palle young adulte, fantasy, fantastique. Donc je me suis dit que voilà, j'allais me permettre peut-être de découvrir des titres qui sont un peu plus onéreux, que je n'ai pas pu me procurer et qui étaient disponibles à la bibliothèque. Donc je vais vous présenter ces livres-ci. J'ai aujourd'hui 11 ouvrages à vous présenter, dont un dont je ne pourrai malheureusement pas vous montrer les planches puisque je l'ai prêté, mais je vais essayer de vous détailler au mieux ce qui concerne les autres au niveau voilà, de l'univers graphique, que vous puissiez voir si ça peut vous parler. Je vais commencer par les 3 titres qui m'ont le moins plu, non pas que je ne les ai pas aimés, mais comparativement aux autres, je les ai trouvés un petit peu en dessous. Donc le premier, il s'agit de La mort vivante de Vatine et Varanda, publié chez les éditions Comics Bureau, que je ne connaissais absolument pas. En revanche, la BD, j'en avais déjà entendu parler à plusieurs reprises. C'est une BD qui cible un public adulte et qui a des traits s'apparentant beaucoup à ceux des gravures. J'ai beaucoup aimé l'univers graphique, bien que ce ne soit pas ce que je préfère. Je ne dirais pas que la BD ne m'a pas plu, mais je ne m'attendais pas à être dans un univers de science-fiction si poussé, donc j'ai été un petit peu surprise. Dans cette histoire, la Terre a été désertée par les hommes qui ont rejoint Mars et nous, on va suivre dès la première planche une femme qui perd sa fille lors de forages terrestres, un forage terrestre qui en l'occurrence tourne mal, et cette femme assez particulière qui a choisi de rester vivre sur Terre malgré la migration de l'espèce humaine sur la planète Mars, va faire appel à Joachim, un scientifique qui est très très mal vu sur Mars puisqu'il fait des recherches assez controversées, dirons-nous, et donc cette femme, en rencontrant Joachim, va sceller une espèce de pacte avec lui en lui demandant de ramener sa fille à la vie, ce qu'il va faire, mais évidemment on ne revient pas à la vie impunément, et c'est ce que vont découvrir les protagonistes. On a également toute une dimension très Lovecraftienne, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne voudrais pas vous spoiler. Je vais tout de même essayer de vous montrer à quoi ressemblent les entités non humaines présentes dans ce livre, qui ont vraiment donc ce côté Lovecraftien, c'est juste ici. Et je trouve que c'est très réussi, c'est un petit peu effrayant et la fin est assez bluffante, mais ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je n'avais pas spécialement envie de lire ça non plus, surtout que c'était très sombre. Peut-être que j'aurais beaucoup aimé dans un contexte différent, à un moment différent, mais là je suis un petit peu restée sur ma faim, bien que je trouve que ce soit une ébauche scénaristique assez intéressante et que je pense que ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant si l'histoire est pourquoi pas poursuivie. De façon assez surprenante, le second ouvrage dont je vous parle, c'est un livre de Kazuo Umezu. Il s'agit de Je suis Shingo, publié ici chez... Alors je crois que c'est Lézard Noir, mais je n'en suis pas persuadée puisque maintenant les titres de Kazuo Umezu sont tous repris petit à petit par Glénat. Donc c'est une maison d'édition qui visiblement propose des mangas dans des formats un peu plus conséquents, ce que j'apprécie beaucoup. Le confort de lecture est vraiment présent. Alors là aussi on est dans un récit de science-fiction, ce à quoi je ne m'attendais pas, et là c'est pareil, non pas que je n'ai pas aimé, mais mes lectures suivantes sont tellement bonnes que celle-ci l'est légèrement moins. En gros on suit un jeune garçon assez perturbé et perturbant. Il y a un père qui travaille dans une usine qui va voir l'arrivée d'un robot qui va endosser le rôle d'employé dans l'usine, et ce petit garçon va vraiment se passionner pour ce robot, il va tout faire pour le découvrir et programmer son intelligence. Lors de cette visite, une autre classe fera la queue pour rencontrer ce robot, et dans cette classe, il y a une jeune fille dont ce petit garçon va immédiatement tomber amoureux, je pense qu'on peut le dire, et donc entre eux va vraiment se lier une amitié très solide, mais beaucoup basée sur leurs interactions avec ce robot qui effraie beaucoup la petite fille justement. C'est très intéressant, très bien fait, ça fait beaucoup penser aux perspectives que donnaient les médias ou la littérature dans les années 80 à la modernité, la modernisation
que ce soit sur les chaînes de construction, mais aussi de façon très générale l'arrivée dans notre vie de la technologie extrêmement moderne, et ça interroge tout ça, c'est très très bien fait. Bon alors c'est que le premier tome, il y en a 3, donc je me procurerai les 2 autres dès que j'en aurai l'occasion. J'ai bien aimé, mais voilà, ça ne fait pas partie de mes titres favoris de l'auteur. Et le 3e titre que je mettrai dans les ouvrages que j'ai apprécié un petit peu moins, c'est donc celui-ci, Les mauvaises femmes de Maria S, dont je n'avais jamais entendu parler. C'est publié chez les éditions Presque Lune et c'est un ouvrage qui venait d'arriver à la bibliothèque. Je l'ai choisi parce que j'aimais vraiment beaucoup les illustrations et que je savais qu'on allait reprendre beaucoup les femmes dans l'univers biblique, les sorcières, la mythologie. Malheureusement, le petit bémol que j'ai trouvé à ce livre, mais c'est vraiment me concernant, c'est que c'est vraiment trop introductif, il y a trop peu d'informations et donc j'ai été un petit peu frustrée. La lecture n'a pas été très je sais pas, ça m'a pas emporté. Il y avait des passages même que je sautais parce que je trouvais que c'était assez répétitif par rapport à d'autres lectures que j'avais pu faire, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui découvre ce type de thématique et qui a envie d'entendre parler un petit peu des femmes dans la mythologie, des femmes représentées dans la Bible, des femmes représentées plus généralement dans la pop culture, je pense que ça peut être intéressant, mais ça reste voilà très introductif. Les illustrations sont sublimes, par contre c'est un très très beau travail, mais voilà, je pense que là j'étais pas du tout le public ciblé, même si je vous dis souvent ça pour les ouvrages, mais là en l'occurrence je pense que c'est le cas. Je pense que la présentation du livre aurait dû suffire à me dissuader de l'emprunter, mais justement comme c'était dans la démarche de l'emprunt, je n'ai pas vraiment vu de problème à faire la découverte d'un titre qui peut-être allait un petit peu me frustrer, donc je trouve pas ça dramatique, mais voilà, ça ne fait pas partie de mes favoris. Ensuite je passe à 4 romans graphiques BD manga que j'ai beaucoup apprécié. Alors on va dire en dernière position, je mettrai Les derniers jours de Stefan Zweig de Sorel et Segsik. Zweig, c'est un auteur que j'aime énormément. Je suis vraiment très intéressée par sa vie, par la création de son œuvre. C'est vraiment un personnage qui me touche beaucoup et tout ce que je connaissais de son histoire, c'était donc évidemment le fait qu'il finisse par se suicider, mais aussi le fait qu'il avait fui l'Autriche au moment de la Seconde Guerre mondiale et de la montée du nazisme. Et donc là on va le suivre qui arrive à Rio de Janeiro, donc en fuyant toujours l'Autriche, et là-bas il a vraiment un très très grand succès puisque l'un de ses titres, alors je ne me souviens plus du nom par contre de l'ouvrage en question, mais il a écrit un titre sur le Brésil, titre très élogieux dans lequel il fait vraiment l'apologie du pays, et donc là-bas il est vraiment considéré comme presque comme un héros, ou tout du moins comme ayant rendu honneur et hommage à un pays dont on entend finalement assez peu parler à cette époque-là dans la littérature européenne, occidentale. Donc le titre de l'ouvrage c'est Brésil, terre d'avenir, je ne m'en souvenais plus. Et donc il est extrêmement bien reçu là-bas. Il se retrouve au Brésil avec sa seconde femme qui est juste ici. Il a donc quitté sa première femme pour se mettre avec la personne qui s'occupait de dactylographier ses textes. Et donc ils ont une relation extrêmement forte, extrêmement fusionnelle et basée sur la littérature et sur les écrits de Zweig. Et d'ailleurs cette jeune femme qui a 20 ans de moins que lui se suicidera le même jour que Zweig, et de la même façon ils se suicideront ensemble. Donc c'est une BD qui est très touchante évidemment, qui fait beaucoup réfléchir et qui met beaucoup en avant l'humanisme de Zweig et son incapacité à rester au monde compte tenu de tout ce qui est en train de se passer. Il faut savoir que Zweig avait vraiment un côté visionnaire, puisqu'au moment où il fuit son pays, certes il y a la montée du nazisme, mais il n'y a pas encore d'événements vraiment significatifs qui marquent qu'il va devoir absolument fuir. Pourtant il a ce pressentiment qu'il doit absolument quitter son pays, ce qu'il fait, est donc arrivé au Brésil. Chaque fois que de bonnes nouvelles arrivent concernant la guerre, elles sont très vite ternies par de mauvaises, et Zweig va petit à petit tomber dans une léthargie, une dépression, et vraiment perdre foi en l'humanité. Donc il y a vraiment tous ces aspects-là, il y a un côté politique, il y a un côté moral, il y a aussi tout un côté basé sur la psychologie et sur la dépression profonde de Zweig. Donc c'était vraiment une très bonne BD, très intéressante, mais voilà, la seule raison pour laquelle je la mets pas vraiment dans les coups de cœur que j'ai pu avoir sur cette sélection, c'est que ça reste une BD et que
les informations sont finalement assez moindres, même si je pense qu'on a l'essentiel. Quoi qu'il en soit, ça m'a vraiment donné envie de me tourner vers un titre un petit peu plus complet sur cette question-là, parce que vraiment, je trouve que la vie de Zweig est fascinante. Ensuite, j'ai mis 2 titres de Benjamin Lacombe, donc je vais commencer par celui-ci, Frida, qui est absolument sublime. J'espère qu'il n'y aura pas trop de brillance, puisque en bibliothèque, les livres sont souvent plastifiés pour ne pas être abîmés. Je pense que vous avez déjà dû voir des images de ce titre et je pense que c'est la même chose pour Ondine, mais je vous montre quand même quelques planches parce que vraiment le travail de Benjamin Lacombe est sublime sur ces titres-là. Donc dans Frida, Benjamin Lacombe est accompagné de Sébastien Pérez qui fait les textes, et donc on a la vie de Frida Kahlo ici. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que finalement il n'y a pas beaucoup plus à dire, mais je trouve que c'est très très joli. Alors c'est vraiment un ouvrage qui est publié en jeunesse, donc c'est vraiment pour toucher un public jeune sur la question de l'art et puis sur les représentations des artistes, et c'est très très bien de mettre une femme à l'honneur dans un album aussi beau. Et voilà, je connaissais les grandes lignes de la vie de Frida Kahlo. J'ai appris quelques anecdotes ici, ça m'a donné envie de me renseigner beaucoup plus sur elle, sur ses souffrances, sur ce qu'elle a pu traverser et sur son engagement politique aussi. Donc voilà, vraiment très très belle découverte. Et le second, c'était Ondine, qui là pour le coup n'est pas du tout dans le même registre, même s'il reste publié en jeunesse. Ondine, c'est vraiment un conte classique, je dirais, où on va suivre une jeune fille qui a été adoptée par un couple qui l'a retrouvée près de l'eau. Il y a un comportement qui est assez mal compris par ses parents adoptifs, mais un jour un prince va faire irruption dans sa vie puisqu'il se retrouve perdu dans la forêt et qu'il tombe par hasard sur la maison où elle se trouve avec ses parents. Et ça va radicalement changer le comportement d'Ondine qui est soumise à une malédiction. Malédiction selon laquelle voilà, il faudrait qu'un homme tombe vraiment amoureux d'elle pour qu'elle se sorte de sa condition d'Ondine, je crois, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. Mais c'est un très très joli récit. Alors moi, ce qui m'avait touchée au départ, j'ai été un petit peu déçue par la suite, c'est qu'il y avait vraiment un aspect soror dans les premières pages qui a malheureusement complètement disparu pour redevenir en fait un conte assez classique où finalement les femmes entre elles ne sont pas très sympathiques et servent plutôt leur propre intérêt plutôt que de s'entraider, de se soutenir sur des questions qui sont pourtant assez communes et assez typiques chez des personnages de cet âge-là, donc elles ont vraiment les mêmes aspirations, dirons-nous. Et voilà, donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais l'ouvrage restait vraiment magnifique, incroyablement illustré. Et voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Je ne sais pas si c'est l'adaptation d'un conte existant déjà, mais j'imagine que c'est le cas. En tout cas, je trouve que vraiment l'univers aquatique va très très bien avec les dessins de Benjamin Lacombe. Ensuite, j'ai trouvé La Maison des Poupées de Junji Ito. Donc ce sont les éditions Tonkam, mais les anciennes, donc c'est Delcourt. Et c'était vraiment bien. Je le mets pas là non plus dans mes coups de cœur parce que il y a certains textes que j'avais déjà lus puisque Delcourt et Mangetsu republie actuellement l'intégralité des textes de Junji Ito, et c'est vrai qu'il y avait 3 ou 4 nouvelles à l'intérieur que j'avais déjà lues. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était décevant puisque j'étais très contente de les relire, mais la surprise était moindre comparativement aux autres textes, même si j'étais contente de voir certains titres adaptés que j'avais pu découvrir grâce à Netflix et à la sortie de la série, je crois que c'était Junji Ito Collection. J'étais très contente, donc sachez que dans ce titre-là, si vous avez regardé la série, il y a notamment la nouvelle concernant le marchand de glace, voilà, qui est assez dérangeante, je trouve. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Vous avez notamment, alors que vous pouvez déjà retrouver dans les chefs-d'œuvre, il y a notamment la nouvelle avec les fils de marionnettistes qui perdent leur père. Le plus grand s'installe avec une femme et dans la maison, on se rend compte que finalement, ils sont commandés par des pantins. Il y a celle-ci, et il y a aussi celle du disque qui tue, l'enregistrement de la voix d'une chanteuse juste après sa mort. Il y en a 2-3 qui sont quand même assez connus dans ce titre-là, mais il est absolument introuvable puisqu'il n'est plus édité. Je pense que les éditions Tonkam ressortiront cet ouvrage, mais je ne suis pas persuadée que ce soit exactement dans le même format et avec les mêmes nouvelles à l'intérieur, puisque certaines ont déjà été reprises, comme je vous le disais, chez Mangetsu. Je rentre maintenant dans les ouvrages que j'ai trouvés vraiment les plus aboutis. Donc le premier, c'est Dans la forêt de Jean Egland.
publié chez Sarbacane. Alors c'est vraiment un graphique qui me tentait depuis sa sortie. J'ai déjà lu le roman que j'avais bien aimé, même si je l'avais trouvé un petit peu nébuleux sur la fin, mais j'étais ravie de me replonger dans l'histoire puisque j'avais fait la lecture de ce texte à un moment assez particulier et c'était pas forcément le bon moment, encore une fois. Là en l'occurrence ça l'était nettement plus et j'ai passé un très bon moment avec la BD. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les illustrations. Donc on est vraiment sur un roman graphique en noir et blanc de la première à la dernière page avec des illustrations qui sont très crayonnées je dirais et qui reprennent donc l'histoire de ces deux sœurs qui se retrouvent dans une civilisation qui s'effondre dans une maison au cœur de la forêt et qui nous raconte un petit peu leur vie avant l'effondrement de la société telle qu'on la connaît. Il y a des scènes vraiment très très difficiles dans ce livre qui sont reprises donc très très bien dans la BD. Je pensais justement que pour le travail graphique, les auteurs allaient peut-être s'abstenir de reprendre certaines scènes qui sont vraiment difficiles et ce n'est pas le cas. C'est en ça que c'est une BD qui est sans concession et qui est extrêmement réussie. Je n'avais jamais vu ça dans un roman graphique, pour tout vous dire. Je trouve que c'est vraiment très très bien repris, très bien adapté et vraiment ce style crayonné et noir et blanc va extrêmement bien avec le côté post-apocalyptique de cet environnement. Dans la forêt, c'est vraiment la faillite du monde tel qu'on le connaît, du système capitaliste, mais aussi des valeurs humaines, donc c'est très 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 dur à lire. Même si ça reste une fiction, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait imaginer, notamment parce qu'on en a vécu certaines. C'est vraiment une lecture que je vous recommande de faire, que ce soit en audio, en papier ou en BD, c'était vraiment très très bien. Ça faisait un moment que je voulais relire Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, parce que c'est certainement l'un de mes livres favoris de Zweig, même si c'est très consensuel de dire ça. Et en fait, je suis tombée par hasard sur cette adaptation en roman graphique. D'ailleurs, je suis très contente de voir qu'à la bibliothèque où je me rends, il y a énormément d'adaptations de romans en graphique. Je trouve ça super pour peut-être pour se replonger dans les univers qu'on connaît lorsqu'on n'a pas forcément le temps de relire les ouvrages ou qu'on a envie de les découvrir différemment. C'est exactement ce que m'a fait Le joueur d'échecs, donc illustré par David Sala. C'était très très réussi. Vraiment, il ne manque rien de la nouvelle. On a vraiment l'essentiel du texte. J'ai trouvé ça super. Même si les illustrations ne sont pas forcément ce que je préfère, j'ai trouvé que ça collait parfaitement bien au texte. Il y avait un côté presque psychédélique qui reprenait très bien l'état d'esprit et le flux de pensée incessant dans lequel peut être plongé l'un des protagonistes principaux du texte et même celui qui est au centre du récit. Voilà, c'était vraiment super bien. Si vous n'avez pas lu Le joueur d'échecs de Zweig, vraiment n'hésitez pas, lancez-vous. C'est une nouvelle qui fait... Alors attendez, je vais vous dire ça. La nouvelle fait 94 pages, donc vraiment, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas se lancer. Et si vous ne connaissez pas La plume de Zweig, ce sera une très très belle occasion de la découvrir. Vous ne le regretterez pas, elle est vraiment absolument sublime. Donc voilà, vraiment lancez-vous. Et sinon, si je sais pas, la nouvelle vous fait peur, faut vraiment savoir qu'il y a des pans entiers du texte repris dans la BD, mais si le côté vraiment roman nouvelle vous fait peur, vraiment le roman graphique est top. Ensuite, et ce sera l'avant-dernier livre de ce petit update, Le cœur des femmes de Aude Mermilliod, que j'avais beaucoup vu passer sur les réseaux lors de sa sortie. C'est un ouvrage qui a été publié chez Le Lombard et qui aborde une thématique assez surprenante, je dirais, pour un roman graphique. Il reprend donc le roman de Martin Winkler, que je ne connais absolument pas, mais que j'ai été vraiment ravie de découvrir dans ce format. Alors je vais vous montrer les illustrations aussi qui sont assez, j'aurais dit minimalistes, mais je ne suis pas sûre que le mot soit parfaitement adapté compte tenu du fait que tout de même c'est une BD assez détaillée. Je vais essayer de vous montrer une autre planche. Et c'est vraiment une BD qui va parler du milieu médical et plus particulièrement du milieu gynécologique. On va suivre Jean qui est major de sa promo. C'est une jeune femme très investie dans ses études qui a vraiment une passion pour la chirurgie et qui va se retrouver obligée de faire un stage de 6 mois dans un service de gynécologie avec un professeur qui a des méthodes radicalement différentes de celles qu'elle pratique elle au quotidien et même de celles qu'elle a pu voir en école de médecine. Elle va se retrouver complètement déboussolée, un petit peu perdue et manquer de quitter le service à de multiples reprises, mais finalement va s'accrocher et découvrir la façon de travailler de ce spécialiste et vraiment lier un lien très profond avec lui, mais surtout remettre
remettre en question sa façon d'exercer son métier et elle va vraiment devenir d'un grand secours à ces femmes qui viennent et qui se posent des questions sur leur contraception, sur leur fertilité, sur leur douleur lors des rapports sexuels, bref sur tout un tas de questions extrêmement intimes. Mais aussi ce dont va parler cette BD, c'est de la question de l'intersexualité, question que je n'avais vraiment jamais vue abordée dans un ouvrage, alors peut-être aussi parce que je ne suis pas allée chercher spécialement la thématique et je reconnais que je ne savais absolument pas que cette BD parlait de ça, mais c'était très intéressant, très bien traité. On parle beaucoup des violences médicales aussi autour de cette question de l'intersexualité. C'était un très bon moment de lecture, très touchant, dans lequel on apprend énormément de choses sur le secteur médical, mais aussi, je trouve, pour les femmes, une bonne façon de remettre en question la façon dont on est reçu par les médecins gynécologues et qu'est-ce qui peut représenter une violence gynécologique. Vraiment pour ça c'était top, c'est un très très bon support de réflexion sur ces questions-là. Et enfin je vais terminer cette vidéo en vous parlant de mon coup de cœur absolu dans mes découvertes bibliothèque. Il s'agit de La différence invisible, qui est un ouvrage qui va parler de l'autisme Asperger chez les femmes. On suit une jeune femme qui sait qu'elle est hypersensible, qu'elle a un certain nombre d'habitudes qu'elle ne peut pas chambouler, qui a des difficultés à sociabiliser, qui est très introvertie, qui en fait vit vraiment difficilement sa différence puisqu'elle est discriminée en permanence par son entourage, que ce soit au travail ou à la maison, et qui petit à petit se coupe des gens autour d'elle, ne leur fait plus forcément confiance et n'apprécie plus du tout leur compagnie. Et un jour n'y tenant plus, elle va faire quelques recherches sur internet et se rendre compte que qu'elle a plusieurs symptômes ressemblant beaucoup à un trouble autistique du type autisme Asperger, et elle va demander un test qui va prendre énormément de temps puisque vraiment cette BD retrace un petit peu le parcours du combattant qui est ce diagnostic de l'autisme Asperger à l'âge adulte, mais elle va finir par être diagnostiquée et par être prise en charge par une structure qui va l'aider, l'accompagner et surtout l'aider à s'accepter comme elle est. Et ça c'est vraiment le message qui domine dans cette BD, c'est que avant le diagnostic, cette jeune fille souffre vraiment de sa singularité parce qu'elle se sent anormale, et une fois le diagnostic passé, elle sait pourquoi elle est différente, pourquoi elle est perçue différemment par les autres, mais aussi elle se donne le droit de ressentir ses émotions, le droit de ne pas avoir envie de faire certaines choses, le droit de dire non aussi. Et à partir de là, beaucoup de choses vont changer dans sa vie, elle va s'émanciper de tout ce qui la tenait prisonnière jusque-là et se lancer dans des projets qui lui tiennent beaucoup plus à cœur. C'était vraiment une BD très touchante qui sensibilise extrêmement bien à l'autisme et qui m'a beaucoup fait penser à Goupil-Face de Lou Luby, qui est une BD que j'adore, qui parle de la cyclothymie mais de la difficulté aussi du diagnostic en psychiatrie, de tous ces troubles de l'humeur qui sont proches parents de la bipolarité mais qui n'en sont pas. Donc pour moi c'est vraiment un sans faute cette BD, je l'ai adorée. Malheureusement je ne peux pas vous montrer des planches, donc je vous mettrai une photo juste ici puisque j'ai prêté la BD, mais vraiment je vous recommande de tout cœur de vous lancer dans cette lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres retours de la bibliothèque, un petit peu comme celui-ci. Là je vais aller ramener ces livres et en choisir d'autres justement. D'ailleurs si vous avez des romans graphiques à me recommander, n'hésitez pas à me le dire puisque c'est majoritairement ce que je vais emprunter à la bibliothèque. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, je serai très contente de vous lire comme d'habitude, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.